quelque part dans les couloirs de Washington, il y a des gens qui regardent des feuilles de calcul qu'ils sont incapables d'expliquer au public. Des chiffres qui ne cadrent pas avec le récit qu'ils vendent depuis des mois. Des perturbations des chaînes d'approvisionnement qui saignent jusque sur les planchers d'usines du Michigan et de l'Ohio. Des exportateurs agricoles de l'Iowa qui n'ont pas vu un trimestre normal depuis plus d'1 an. Et au centre de tout cela, une guerre commerciale qui était censée être terminée depuis longtemps, une guerre qui était censée mettre le Canada à genoux. Elle a plutôt produit quelque chose que personne dans l'administration n'avait anticipé. Le Canada tient encore debout. Et il vient de refuser la demande privée de la Maison-Blanche pour un cessez-le-feu. Il s'avère que l'assurance des conférences de presse et la réalité des feuilles de calcul ne se parlent pas toujours. Prenez une seconde pour mesurer ce que cela veut dire. Le pays le plus puissant de la planète, le pays qui contrôle la monnaie de réserve, la dissuasion nucléaire et plus de soft power que n'importe quelle civilisation de l'histoire, a discrètement tendu la main derrière des portes closes pour trouver une façon de désamorcer la crise avec son voisin du Nord. Et le Canada a dit non. Pas bruyamment, pas avec drame, pas avec une conférence de presse, ni un moment de drapeau agité devant les caméras. Juste un non-net légal, chirurgical. Et si vous comprenez pourquoi ce non est arrivé, et ce qu'il signifie pour votre facture d'épicerie, votre sécurité d'emploi, et les règles qui régissent chaque relation commerciale sur la planète, alors vous comprenez quelque chose que les grands médias n'ont absolument pas réussi à expliquer. C'est pas juste une querelle commerciale. C'est un test de résistance de tout l'ordre économique de l'après-guerre. Et les résultats ne sont pas ceux que Washington attendait. Le micro disait force. Le canal discret disait s'il vous plaît. L'ouverture par voie officieuse qui a filtré d'Ottawa, cette semaine, n'était pas une simple prise de contact diplomatique de routine. Des sources ayant une connaissance directe de la communication la décrivent comme une véritable tentative de l'administration Trump d'orchestrer ce qu'un haut responsable canadien a appelé un atterrissage en douceur. Une déclaration conjointe, un recul partiel, une désescalade mutuelle que les deux camps pourraient vendre à leur public respectif comme un progrès. L'équipe de Trump aurait offert une réduction partielle des tarifs, pas une suppression complète, partielle. Elle a demandé au Canada de suspendre ses mesures de représailles, pas de les abandonner, juste de les suspendre. Et elle a poussé pour une formulation que les deux gouvernements pourraient présenter comme une percée diplomatique. En d'autres mots, elle a demandé au Canada de l'aider à sauver la face. Et la réponse de Mark Carney, livrée par les voix officielles avec la précision d'un gouverneur de banque centrale lisant une décision sur les taux, a été celle-ci: retirer d'abord les tarifs illégaux, puis retirer les enquêtes commerciales juridiquement indéfendables, puis revenez au cadre de l'ACEM exactement tel qu'il a été signé. Dans cet ordre, pas simultanément, pas à moitié, dans cette séquence précise. Cette réponse a changé toute l'histoire. Et voici pourquoi. C'est habituellement le moment gênant où la mise en scène de l'effet de levier se heurte aux conditions écrites en toutes lettres. Nous connaissons la séquence d'événements suivante avec une certitude documentée. Le 1er février 2025, Trump a signé des décrets imposant des tarifs de 25% sur les biens canadiens en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act, l'IEPA, une loi de 1977 conçue pour de véritables urgences nationales et jamais utilisée auparavant pour imposer des tarifs à un allié lié par traité. Le Canada a répliqué en quelques jours avec des tarifs de représailles sur 30 milliards de dollars de biens américains, puis a porté le total à 155 milliards de dollars en l'espace de 3 semaines. En mars 2025, le SP500 avait reculé de 9% par rapport à son sommet de février et le Nasdaq avait chuté de 13%. En juin, les tarifs américains sur l'acier et l'aluminium canadien ont doublé pour atteindre 50%. En août, Trump a encore relevé les tarifs. Cette fois à 35% sur les biens non couverts par la CEUM, en réponse à l'annonce de Carney sur ses projets de reconnaître un État palestinien. Puis, le 20 février 2026, la Cour suprême des États-Unis a invalidé les tarifs fondés sur l'IEPA en les jugeant illégaux et au lieu de s'y conformer, la Maison-Blanche a porté la décision en appel et a continué
de les percevoir. Voilà ce que cette séquence vous dit. Chaque escalade a produit plus de dommages. Chaque échéance est passée sans résolution. Et le fondement juridique de tout le régime tarifaire américain s'est fissuré devant les tribunaux fédéraux. L'escalade continuait d'arriver déguisée en stratégie, ce qui était un joli travail de costume pour quelque chose qui ressemblait surtout à de l'improvisation. Imaginez la pièce où cela s'est réellement passé, pas la version conférence de presse, la vraie. Nous sommes le 7 octobre 2025. Trump et Carney sont dans le bureau ovale. Les caméras sont là pour la séance photo, mais la vraie rencontre a eu lieu avant que les objectifs ne cliquent. Selon des personnes familières avec l'échange, Carney est entré non pas comme un suppliant, mais comme une contrepartie. Un ancien gouverneur de la Banque du Canada, un ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, un homme qui s'est assis à des tables de négociation pendant la crise financière de 2008 et la restructuration des dettes liées à la Covid. Il n'est pas venu supplier, il est venu avec une position. Et cette position était simple. Le Canada n'allait pas accepter qu'on présente ces tarifs comme des outils de politique légitime. Ils avaient été imposés en vertu d'une loi qui n'avait jamais été conçue pour cet usage, appliquée à un partenaire lié par traité en violation d'un accord signé, et faisait déjà l'objet de contestations judiciaires dans plusieurs tribunaux américains. Carney comprenait quelque chose que le théâtre politique autour de lui obscurcissait. C'était pas une négociation entre égaux qui décident comment se partager une tarte. C'était indifférent sur la question de savoir si l'une des parties avait le droit légal de déchirer le contrat au départ. Trump aurait décrit cette rencontre comme extrêmement productive. Il a appelé Carney, le Premier ministre du Canada, un changement notable par rapport à l'époque où il appelait Trudeau le gouverneur de ce qu'il traitait comme un État américain. Mais sur le fond, rien de durable n'en est sorti. Et la raison pour laquelle rien de durable n'en est sorti est la même que celle pour laquelle toutes les approches ultérieures ont piétiné. Parce que Carney a refusé de négocier autour de l'illégalité, il a constamment ramené la discussion au contrat, voilà le coup fatal, pas émotionnellement, juridiquement et stratégiquement. L'image de marque s'est améliorée. La position juridique, non. Voici les preuves. Et faites bien attention, parce que chacun de ces éléments est un fait que l'administration ne veut pas voir devenir viral. Première preuve. Les tarifs ont coûté en moyenne 1 500 $ à chaque ménage américain en 2026 seulement. Ce chiffre provient du modèle d'équilibre général de la Tax Foundation, mis à jour en mars 2026. Ce ne sont pas des coûts canadiens, ce sont des coûts américains. La théorie derrière les tarifs veut que le pays étranger absorbe la douleur. Mais en 2026, les recherches de la Réserve fédérale montraient que les entreprises et les consommateurs américains assumaient eux-mêmes près de 90% du coût des tarifs. Le prix de tout ce que le Canada exporte vers les États-Unis, énergie, bois d'œuvre, pièces automobiles, aluminium, a augmenté. Et les consommateurs américains ont payé la différence à la pompe, chez le concessionnaire et à l'épicerie. Quand Trump vous disait que le Canada allait payer, ce qui s'est réellement passé, c'est que c'est vous qui avez payé pour une politique vendue comme une douleur étrangère. Elle a fini par prendre un accent très domestique au moment de passer à la caisse. Deuxième preuve, les tarifs de représailles ont frappé des cibles politiques avec une précision chirurgicale. Le Canada n'a pas riposté au hasard. Il a étudié la carte électorale, il a visé le Bourbon et le whisky du Kentucky et du Tennessee. Il a visé les exportations de grains moulus d'animaux vivants provenant d'États du Nord-Est qui envoyaient les 2/3 de ces produits au Canada. Il a visé le jus d'orange, les électroménagers, les biens de consommation qui se retrouvent directement sur les tablettes qui comptent dans les circonscriptions clés. Une étude conjointe de Cornell et d'Ohio State, publiée en avril 2026, a confirmé que les tarifs de représailles du Canada et de la Chine, combinés, avaient touché les 50 États, mais que les dommages étaient les plus profonds précisément dans les États agricoles et manufacturiers qui formaient la base politique centrale de Trump. Les agriculteurs ont fait face à des coûts plus élevés pour l'alimentation animale, les engrais et la machinerie. Ces coûts se sont retrouvés sur les tablettes d'épicerie partout au pays sous forme d'inflation alimentaire. La douleur n'était pas abstraite. Elle se voyait dans le prix d'une douzaine d'œufs.
Troisième preuve, la diversification des exportations canadiennes fonctionne plus vite que quiconque l'avait prévu. Selon des données de RBC Économie publiées ce mois-ci, les exportations canadiennes de marchandises vers des économies autres que les États-Unis ont augmenté de 17% sur un an au cours des 12 mois, se terminant en janvier 2026. Au même moment, les exportations vers les États-Unis ont reculé de 10%. Les entreprises canadiennes ont déjà récupéré près de 11 milliards de dollars sur les 18, 5 milliards de dollars de pertes commerciales liées aux États-Unis, en s'appuyant sur 27 partenaires commerciaux de remplacement. Le gouvernement Carney a signé un nouvel accord avec la Chine qui a ouvert plus de 7 milliards de dollars en marché d'exportation agricole. Les partenariats énergétiques avec l'Europe prennent de l'ampleur. Les liens avec les pays nordiques se renforcent. Les pourparlers commerciaux avec l'ANAS s'accélèrent. L'hypothèse américaine fondamentale, selon laquelle le Canada n'a nulle part ailleurs où aller, est en train d'être démentie en temps réel. Un accord signé à la fois. L'ancien scénario partait du principe que le voisin n'avait aucune sortie. Le voisin semble en avoir trouvé plusieurs. Quatrième preuve, les tarifs fondés sur l'IEPA ont été jugés inconstitutionnels. Le 20 février 2026, la Cour suprême des États-Unis a déclaré que les tarifs imposés en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act excédaient l'autorité présidentielle. Le raisonnement de la Cour était simple, le président n'a pas une autorité illimitée pour imposer des tarifs à pratiquement n'importe quel pays en utilisant une loi conçue pour des sanctions financières d'urgence. L'administration a porté la décision en appel et un sursis signifie que les tarifs continuent d'être perçus pendant que le litige se poursuit. Mais voici la réalité juridique que personne dans l'administration ne veut dire à voix haute. Chaque dollar perçu depuis le 20 février 2026 pourrait éventuellement devoir être remboursé. Chaque décret tarifaire fondé sur l'autorité de l'ITRIPA opère maintenant sous un nuage juridique, et Carney le sait. Son exigence voulant que les États-Unis retirent les tarifs illégaux n'est pas de la rhétorique. C'est une qualification juridique qu'un tribunal fédéral a désormais confirmée. Quand une politique a besoin d'un sursis pour continuer à prétendre qu'elle est normale, le mot normal a déjà quitté la pièce. Voici ce que tous les autres médias ratent. L'histoire qu'on vous raconte sans cesse porte sur le commerce, les tarifs et les contre-tarifs, les escalades et les pauses, les chiffres et les échéanciers. Mais la vraie histoire, celle qui va déterminer la forme de la prochaine décennie, porte sur le précédent, sur la question de savoir si un accord commercial international signé signifie encore quelque chose quand une des parties décide qu'il n'est plus commode. Permettez-moi de traduire ce que Carney est réellement en train de faire, parce que c'est plus sophistiqué que ce que cela paraît à l'écran. Quand un banquier central gère une crise monétaire, il ne réagit pas émotionnellement à la pression, il ne répond pas à l'agression par l'agression. Il identifie la contrainte structurelle, la règle qui gouverne le système, et il ancre chaque décision à cette règle. Carney applique exactement ce cadre ici. Il ne se bat pas contre Trump. Il fait en sorte que Trump se batte contre le contrat. Et c'est un champ de bataille fondamentalement différent. Parce que si le Canada négocie autour de l'illégalité, s'il accepte un recul partiel, une déclaration conjointe et une paix discrète, il envoie un message à tous les pays qui regardent. Il dit si vous mettez assez de pression sur un signataire de la CEUM, il finira par accepter un accord inférieur à celui qu'il a signé. Ce message circule. Il atteint chaque partenaire commercial des États-Unis, il atteint la table de révision de la CEUM, il atteint le prochain président qui voudra faire pression sur un allié. Carney a fait un calcul stratégique. Accepter un mauvais accord, maintenant, coûte plus cher que d'endurer la douleur actuelle. Et la raison pour laquelle ce calcul fonctionne tient à quelque chose que l'administration a fondamentalement mal évalué. La tolérance du Canada à la douleur. Certains gouvernements négocient avec la pression. D'autres répondent en lisant le contrat à voix haute, ce qui est une habitude très peu à la mode, mais dévastatrice. Maintenant, allez au-dessous des chiffres et regardez la psychologie. Le cadre de négociation de Trump repose sur la maximisation du rapport de force et l'infliction de douleur. Cela vient du monde des transactions immobilières où l'on serre la contrepartie jusqu'à ce qu'elle ait plus besoin de l'accord que vous. Ensuite, on conclut selon ces conditions.
Cela a fonctionné dans certains contextes, cela a échoué dans d'autres, et cela échoue ici pour une raison structurelle, pas tactique. Le manuel cesse de fonctionner quand l'autre camp entretient un rapport différent avec la douleur à court terme. Le Canada est entré dans ce combat avec une coalition politique unifiée, un Premier ministre qui venait tout juste de remporter un gouvernement majoritaire le 14 avril 2026 et un public qui avait organisé un boycottage national des produits et du tourisme américain. Le nombre de Canadiens revenant des États-Unis a chuté de 25% sur un an en 2025. Des gouvernements provinciaux ont retiré l'alcool américain de leurs tablettes. L'Ontario a annulé un contrat de 100 millions de dollars avec Starlink d'Elon Musk. C'était pas des politiques gouvernementales. C'était des choix de consommation faits par des millions de personnes qui se sentaient trahis par un allié. Le modèle de rapport de force de Trump suppose que l'autre camp finira par céder sous la pression économique. Mais la solidarité politique crée une équation différente de la douleur. Quand la douleur est partagée et que sa cause est visible, quand chaque Canadien peut montrer un tarif du doigt et dire « voilà pourquoi mes exportations baissent, la psychologie de l'endurance change ». On n'absorbe plus seulement des dommages économiques, on défend quelque chose. La douleur est un levier plus faible quand l'autre camp décide qu'il paie pour sa dignité plutôt que pour sa reddition. Remarquez ce que Trump n'a pas fait, il n'a pas maintenu une position cohérente. Chaque escalade a été réactive, répondant à une annonce sur la reconnaissance de la Palestine, répondant à une menace provinciale sur l'électricité, répondant à un accord commercial avec la Chine. Il n'y avait aucune doctrine stratégique cohérente derrière les escalades. Il n'y avait que de la réaction. Et un adversaire de négociation qui réagit n'est pas un adversaire de négociation qui contrôle la situation. Carney, lui, a maintenu une seule position pendant 18 mois. Retirez les tarifs illégaux, revenez au cadre, dans cet ordre. Cette constance n'est pas de l'entêtement. C'est l'application délibérée de ce que les stratèges appellent la crédibilité de l'engagement, le pouvoir qu'on tire du fait de ne jamais dévier d'une position annoncée. Parce qu'au moment où vous déviez, chaque position future devient négociable, appelez cela la doctrine Carney. Quand les règles sont violées, on ne négocie pas autour de la violation. On oblige le contrevenant à la reconnaître. Il y a une différence entre la souplesse et la dérive. L'une est une tactique, l'autre est un point de presse en attendant de nouveaux adjectifs. Écoutons maintenant ce qu'ont réellement dit les gens qui étudient ces questions professionnellement, parce que le consensus des experts sur cette situation est plus accablant que tout ce qu'un commentateur politique oserait dire. Avery Schenfeld, économiste en chef à CIBC Capital Markets, a dit clairement que le conflit commercial avec les États-Unis a rendu la trajectoire économique du Canada parmi les plus imprévisibles du monde développé, non pas parce que le Canada est fragile, mais parce que l'incertitude elle-même est le dommage. Chaque directeur d'usine et chaque conseil d'investissement qui regarde aujourd'hui une installation canadienne doit désormais intégrer dans ses calculs la possibilité que les règles changent du jour au lendemain. Cette prime d'incertitude est invisible mais énorme. Elle freine les dépenses en capital, retarde les embauches et érode la confiance qui rend les contrats à long terme dignes d'être signés. La Brookings Institution, dans une analyse de mars 2026, a décrit l'environnement bilatéral actuel comme un contexte où le soulagement économique est conditionnel et réversible, souvent présenté comme une faveur discrétionnaire plutôt que comme le produit d'une réciprocité négociée. En anglais clair, les États-Unis ne traitent plus les engagements commerciaux comme des contrats, ils les traitent comme des faveurs qu'ils peuvent retirer. Cette logique, des faveurs plutôt que des contrats, est incompatible avec un système commercial fondé sur des règles. Et tous ceux qui dépendent de ce système observent la façon dont cela va se régler. Une faveur peut être utile dans la politique télévisuelle. Les chaînes d'approvisionnement, malheureusement, préfèrent encore les contrats. Un haut responsable canadien du commerce, s'adressant à des chercheurs en politique publique de l'université Carleton, est cité dans une analyse de Policy Options publiée cette semaine, a présenté l'impasse actuelle comme un test permettant de savoir si la diplomatie coercitive fonctionne encore contre une puissance moyenne dotée d'institutions fondées sur l'état de droit et d'options de
diversification. Le verdict jusqu'ici, c'est que cela fonctionne moins bien que l'administration ne l'avait projeté. Et selon le modèle mis à jour de la Tax Foundation de mars 2026, les tarifs de la section 232 à eux seuls réduiront le PIB de long terme des États-Unis de 2%. Les tarifs fondés sur les prix maintenant suspendus sur le plan juridique auraient amputé un autre 3%. Ajoutez la pression sur le PIB causée par les mesures de représailles sur les exportations américaines et vous vous retrouvez devant une contraction économique cumulative qu'aucune recette tarifaire ne peut compenser. Les chiffres ne tiennent pas. Et lorsque des gens de camp ont posé sur cette question, des économistes de la CIBC, de Brookings et de la Tax Foundation s'entendent pour dire que les chiffres ne fonctionnent pas, il faut écouter. À un certain moment, le slogan cesse d'être une stratégie et commence à ressembler à un graphique de fond très coûteux. Pour être juste, il existe un argument légitime en faveur de la position de l'administration et il mérite d'être énoncé honnêtement. Les États-Unis ont de véritables griffes commerciaux envers le Canada. Les protections canadiennes dans le secteur laitier sont depuis longtemps une source de friction. Les différends sur le bois d'œuvre résineux sont antérieurs à Trump de plusieurs décennies. Il existe de réelles asymétries dans la façon dont l'ASUM est administrée à la marge. Et il existe aux États-Unis des groupes politiques, travailleurs de l'acier, travailleurs de l'automobile, certains secteurs agricoles, pour lesquels ces protections ont une importance économique réelle. La révision de l'ASUM, qui s'ouvrira officiellement en juillet 2026, allait de toute façon exiger des négociations difficiles. Et l'argument voulant que le Canada ne contribue pas suffisamment à la défense continentale, ou qu'il ne soit pas suffisamment coordonné en matière d'application des règles à la frontière, repose sur une base factuelle. De plus, le nouvel accord commercial de Carney avec la Chine, peu importe à quel point il a été formulé avec précaution, a effectivement créé une complication stratégique réelle. Quand le Canada ouvre des marchés agricoles à la Chine pendant que les États-Unis sont engagés dans une guerre froide commerciale avec Pékin, l'apparence est réelle, même si la réalité juridique est plus nuancée. Mais c'est ici que la logique structurelle pivote de nouveau. Même si chaque griffe est légitime, le mécanisme des tarifs fondés sur l'IEPA, appliqué à un partenaire lié par traité en violation d'un accord signé, n'est pas une réponse légitime à ces griffes. On ne règle pas un différend contractuel en déchirant le contrat, on le porte devant le mécanisme de règlement des différends prévus par le contrat. Et au moment où un tribunal l'affirme, comme l'a fait la Cour suprême en février, l'instrument utilisé perd son fondement juridique. C'est pas une opinion politique, c'est la loi. Les griffes peuvent être réelles. La tentation de les transformer en procès-spectacle pour les caméras peut l'être aussi. Une seule de ces choses survit à un examen judiciaire. Maintenant, élargissons le cadre, parce que ce qui se passe entre Washington et Ottawa au printemps 2026 n'est pas un différend bilatéral isolé. C'est une étude de cas sur ce qui arrive à l'architecture commerciale mondiale quand le pays qui l'a construite décide que les règles sont facultatives. Dans votre vie, au cours des 30 à 90 prochains jours, cela se traduit par des prix que vous ne pouvez pas éviter. Inflation alimentaire, alimentée par la hausse du coût des engrais. Le Canada est un grand fournisseur de potasse, l'ingrédient clé des engrais agricoles. Et avec des prix de l'énergie déjà élevés par la crise iranienne, les coûts de production alimentaire montent dans toute la chaîne d'approvisionnement nord-américaine. Une menace de tarif de 100% sur les importations canadiennes, que Trump a brandi en janvier 2026, produirait, selon les analystes, une hausse immédiate de 5 à 2% de l'inflation. C'est de l'argent que vous n'avez pas sur votre chèque de paie, ce sont des factures d'épicerie qui augmentent avant même que votre prochaine hausse salariale soit approuvée. Dans le paysage politique intérieur, les fractures sont déjà visibles. La Chambre des représentants a voté 219 contre 211 pour désapprouver les tarifs de Trump contre le Canada, une rebuffade bipartisane qui comprenait 6 républicains ayant traversé l'allée. Le Sénat avait déjà voté pour rejeter les tarifs. Rien de cela ne peut passer outre à un veto présidentiel, mais les sénateurs républicains des États agricoles ne décrochent pas le téléphone pour défendre ces tarifs. Ils réclament une solution négociée parce que leurs donateurs sont furieux et que leurs électeurs encaissent le choc. La coalition politique dont dépend
la politique tarifaire, montre des fissures exactement aux endroits où ces fissures comptent le plus. Il est étonnant de voir à quelle vitesse la fermeté abstraite devient négociable quand les donateurs et les allées d'épicerie commencent à comparer leurs notes. À l'échelle mondiale, ce différend est observé par chaque puissance moyenne qui a un accord commercial avec les États-Unis. L'analyse de Brookings l'a dit explicitement. La capacité du Canada à maintenir sa position en s'appuyant sur le droit plutôt que sur la peur envoie un signal. Le Japon regarde, la Corée du Sud regarde, l'Union européenne, qui gère ses propres différends tarifaires avec Washington, regarde. Si le Canada parvient à établir le précédent selon lequel un accord commercial signé possède une force juridique qui survit à la pression politique, cela comptera pour chaque future négociation commerciale sur la planète. S'il n'y parvient pas, si le message devient qu'une coercition économique suffisante finira toujours par faire capituler n'importe quel signataire d'un traité, alors tout le système commercial fondé sur des règles héritées de l'après-guerre ne sera plus qu'à une mauvaise humeur d'administration de s'effondrer. La vérité inconfortable au centre de cette histoire n'oppose pas Trump à Carney. Elle concerne la question de savoir si les accords internationaux signifient encore quoi que ce soit une fois qu'une partie décide qu'ils ne signifient plus rien. Quand les règles deviennent facultatives pour les puissants, tout le monde commence à intégrer le chaos dans ses prix, les marchés ont ce genre de brutalité. Pensez aux gens qui n'apparaissent pas dans ces cycles de nouvelles. Au camionneur qui traverse la frontière 40 fois par mois et qui a vu ses temps de parcours doubler à mesure que le traitement douanier ralentissait sous le nouveau fardeau de conformité tarifaire. Au petit fabricant de pièces automobiles de Windsor, en Ontario, qui fournit des composants à une usine de Détroit, une usine qui a besoin de ces composants pour construire des voitures que les Américains achètent. Cette chaîne d'approvisionnement ne se soucie pas des conférences de presse. Elle se soucie de la prévisibilité. Et la prévisibilité est précisément ce que 14 mois de cette guerre commerciale ont détruit. À Windsor seulement, les entreprises frontalières qui dépendent du commerce transfrontalier ont signalé des baisses de revenus allant de 15% selon des associations d'affaires locales. Ce ne sont pas des entreprises avec des lobbyistes et des avocats, ce sont des entreprises familiales qui ont bâti tout leur modèle sur l'hypothèse qu'un accord commercial signé signifiait quelque chose. Cette hypothèse est maintenant suspendue dans l'attente d'un appel devant une cour fédérale de circuit. Et voici le dernier renversement qui reconfigure tout ce que vous venez d'absorber. L'ouverture privée, l'appel discret, l'offre de recul partiel, la demande d'une déclaration mutuelle ne sont pas arrivés parce que Washington est en train de gagner et veut verrouiller ses gains. Ils sont arrivés parce que le calcul des coûts a changé. Les tarifs de représailles du Canada, appliqués avec une précision chirurgicale à des secteurs politiquement sensibles, additionnés aux décisions des tribunaux, à la dissidence républicaine au Congrès et à la réaction des marchés à chaque escalade, avaient collectivement rendu le statu quo plus coûteux qu'une prise de contact. L'appel n'était pas un geste de puissance, c'était une concession mathématique. Et le Canada l'a refusé non par orgueil mais par stratégie. Parce qu'accepter un accord partiel sous contrainte juridique avant que les tribunaux aient terminé de statuer, avant la révision de l'ACEUM en juillet, établirait un précédent selon lequel ces violations peuvent être négociées au lieu d'être réparées. Carney ne négocie pas seulement ce différend, il négocie chaque différend futur, avant même qu'il n'arrive. On appelle rarement cela une reddition, quand cela arrive dans un langage diplomatique et avec une demande de déclaration conjointe. Cela ne rend pas l'arithmétique moins révélatrice. Voici les dates que vous devez suivre parce que les prochains mouvements de cette histoire sont déjà prévus. La révision formelle de la CEUM s'ouvre en juillet 2026. C'est le moment où tout ce qui est sur la table est renégocié simultanément. Tarifs, accès agricole, règles de contenu automobile, mécanisme de règlement des différends. Si les États-Unis entrent dans cette révision tout en maintenant des tarifs contestés sur le plan juridique, leur position de négociation est structurellement compromise. S'ils y entrent avec une décision de la Cour suprême contre eux et une rebuffade du Congrès toujours non résolue, la dynamique du rapport de force aura l'air très différente de ce qui était projeté il y a 14 mois.
Le processus devant les tribunaux fédéraux sur la légalité des tarifs fondés sur l'ITRIPA se poursuit et d'autres décisions sont attendues à mesure que le dossier progresse en appel. Chaque décision défavorable à l'administration renforce le cadrage juridique de Carnet et affaiblit la pression économique qui était censée forcer un accord. Le cycle électoral de mi-mandat de 2026 projette déjà son ombre sur les sénateurs républicains des États agricoles. Chaque mois où les pertes d'exportation agricole se poursuivent sans résolution est un mois de plus qui ajoute de la pression sur ces sénateurs pour les forcer à obtenir une sortie négociée. Et quelque part à l'arrière-plan, les accords de diversification du Canada s'additionnent. Chaque nouvel accord d'exportation signé avec l'Europe, l'Asie ou les marchés émergents représentent une unité de levier qui quitte lentement, irréversiblement, la relation bilatérale. La pièce la plus bruyante à Washington demeure être la salle de presse. La pièce plus silencieuse, celle où le levier quitte lentement l'édifice, connaît une bien meilleure année.